Merci pour l'accueil et l'introduction. D'abord, je dois vous dire, je suis très heureuse d'avoir appris que vous avez visité la communauté de Mastoyat. Je suis membre de cette communauté-là. Et puis, le musée, vous avez visité, c'est ma grande tante qui était fondatrice de ce musée-là. Donc, vous avez sûrement rencontré des gens de ma famille, et puis ça m'a fait chaud au cœur de savoir que vous avez eu cette expérience-là. Donc, d'abord, l'Initiative boréale canadienne, c'est un organisme non gouvernemental qui a comme but ou agit comme un rassembleur à l'échelle nationale pour ce qui touche à la conservation de la forêt boréale. L'initiative travaille avec les organismes voués à la conservation, les Premières Nations, les représentants de l'industrie et d'autres parties intéressées, que ce soit le monde financier, etc., à établir des liens entre les solutions scientifiques, politiques et la conservation qui sont dégagées pour l'ensemble de la forêt boréale du Canada. Là, je vais faire une note. J'ai quelques cartes dans ma présentation. Malheureusement, les fonds de cartes sont en anglais. Mes excuses, mais je vais faire de mon mieux pour les traduire. Donc, entre autres, dans celle-ci. Donc, la région boréale, ce qu'on entend pour la région boréale dans le contexte des travaux de l'Initiative boréale canadienne, c'est la majorité du pays canadien. C'est tout ce qu'on appelle l'écozone boréale et l'écozone de la taïga. Et pour votre information, à l'instant, j'habite à Goose Bay, qui est ici. Il y a plus de 660 nations autochtones au Canada, dont 80% de ces nations-là habitent en forêt. Et les peuples autochtones sont reconnus par la Constitution canadienne, qui a été rapatriée en 1982. Donc, les 3 peuples autochtones dans le pays reconnus sont les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ces gens ont tous un contexte de droits et de tenures et de titres distincts. Je vais m'en tenir surtout au contexte des Premières Nations. Les droits et titres sont non définis par la Constitution canadienne. La Constitution identifie qu'il y a des droits, mais ces droits ne sont pas définis. Donc, pour définir ces droits-là, normalement, il faut entrer dans un processus de négociation pour éventuellement en arriver à un traité. Il y a 2 genres de traités au Canada. Il y a des traités historiques qui ont été signés souvent v'là 60 ans et plus, et les traités modernes. Et puis, on a un exemple d'un traité moderne sur le territoire québécois, qui est l'entente de la baie James et du Nord québécois. Plusieurs communautés ont aussi des tenures forestières comme les tenures industrielles, et ont la responsabilité qui a été octroyée par les gouvernements provinciaux pour la gestion de ces forêts. Et ils participent aussi de plusieurs façons à la planification forestière. Entre autres, via les consultations. Ici, au Québec, on a aussi ce qu'on entend par les mesures d'harmonisation, c'est-à-dire des mesures où les valeurs autochtones et les intérêts autochtones sont intégrés dans la planification québécoise. Il y a la participation à la planification à long terme, la cogestion et, dans quelques cas, le plein contrôle. Ces régimes de gestion territoriale sont vraiment en évolution. Comme je vous dis, les droits sont identifiés, mais ne sont pas définis. Donc, étant donné que le processus de définition de ces droits-là est en cours, bien, le régime de gestion territoriale est aussi en évolution. Par exemple, ici au Québec, nous sommes juste sur le point d'une transition du régime forestier selon la loi 57, qui va changer la façon que la foresterie va être gérée au Québec et qui, entre autres, va régionaliser la planification à long terme et qui va aussi implanter un système de gestion écosystémique. Je vous pose une question ouverte. Est-ce que c'est une opportunité pour une participation accrue des Premières Nations? Puis est-ce qu'il y a des conditions pour gagnantes au Québec pour cette participation-là? Il y a aussi eu des jugements qui guident beaucoup cette participation-là à la gestion territoriale. Puis je vais vous dire, je me tiens à la gestion territoriale plutôt qu'à la foresterie, parce que la foresterie, pour moi, c'est un aspect de cette gestion territoriale-là. Entre autres, il y a des jugements tels que Aïda Taku, je peux dire Megizi aussi, qui ont vraiment défini les critères de ce qu'est une consultation appropriée.
Et le jugement d'initial, le jugement d'Elgamouk, qui a défini que les Autochtones ont des droits sur les territoires et que ces droits-là n'ont pas besoin d'être écrits. Ils peuvent être issus d'historique oral. Une autre initiative de planification territoriale qui est en cours ici au Québec, c'est l'initiative du Plan Nord, qui a été annoncée en 2008, je crois, par le premier ministre Charest. Cette approche, c'est une approche de gestion territoriale à très grande échelle. Le territoire du Plan Nord, c'est 1,2 million d'hectares. Cette planification, en théorie, devrait être une planification globale, c'est-à-dire une planification de la conservation et une planification du développement en même temps. Par contre, les processus de consultation qui sont en cours par le gouvernement, à l'instant, se tiennent aux 50% de conservation. Donc, pour moi, c'est une question ouverte de voir comment ils vont intégrer le développement et la conservation en les séparant. Et il n'est pas clair comment la gouvernance de ce plan Nord-là va être assurée, surtout d'un point de vue autochtone, étant donné que, comme je vous le disais, une bonne partie du territoire québécois est encore sous titre autochtone et il n'a pas eu de traité de négocier. Est-ce que les droits, intérêts et aspirations autochtones vont être respectés dans ce processus-là? J'aimerais maintenant vous parler de 3 études de cas à travers du pays, d'approches de gestion territoriale qui vous démontreront un peu la réalité autochtone et un peu comment les gens se sont pensent à la foresterie et l'intègrent. Donc, d'abord, au Manitoba, c'est à Satawisippi, Aki, qui est les territoires des Ojibwe de Poplar River. Il n'y a pas de tenure forestière dans cette région-là, dans l'est du lac Winnipeg. C'est surtout des Premières Nations qui y habitent. Il n'y a pas de route permanente, ce sont des routes d'hiver et l'accès par avion. Voici le territoire traditionnel des gens de Poplar River. Vous voyez le lac Winnipeg à la gauche. La communauté se retrouve ici. Et tout ce qui est en mauve, la communauté a identifié comme étant des zones qui doivent être protégées. Donc, aucun développement commercial, industriel. La raison pour laquelle ils ont eu la possibilité de faire de prendre cette décision-là, c'est qu'ils sont en processus de devenir un site culturel de l'UNESCO. Et puis, dans le cadre de ce programme-là, ils veulent promouvoir la perpétuité de leur culture et promouvoir une industrie de tourisme et d'expérience autochtone plutôt qu'une industrie d'extraction des ressources. Vous remarquerez aussi, il y a une zone en rose. C'est la zone pour ressourcer la communauté. Donc, c'est ce qu'on appelle le bois de chauffage, le bois de construction, tout ce qui est de produits forestiers non ligneux qui ont besoin pour faire fonctionner la communauté. Il y a aussi 2 corridors que vous voyez. Ce sont des corridors pour les chemins d'hiver, pour accéder à d'autres communautés qui sont plus au nord. Et puis, cette communauté-là ne voulait pas imposer la protection pour empêcher l'accès d'une autre communauté. C'était une question de respect entre les communautés. Donc, vous voyez, en effet, le territoire, qui est à peu près 1 million d'hectares ici, est 100% protégé de tout développement industriel. Ce territoire a une signification mondiale. C'est une des forêts intactes les plus grandes au monde. Elle a une proportion d'air humide très importante et donc a un stock de carbone très, très, très élevé. En effet, la forêt boréale, c'est l'écosystème terrestre qui stocke le plus de carbone au monde, entre autres dans les zones humides. Donc, ce plan-là permet la protection d'un mode de vie. Il protège de façon permanente le territoire, les milieux de vie des Anishinaabeg. Il permet la continuité des activités culturelles telles que la trappe, la chasse, la pêche, la cueillette, etc.,
pour leur subsistance et pour la perpétuation de la culture. Il reconnaît un régime de loi traditionnel, mais il reconnaît aussi les meilleures pratiques en planification d'aires protégées, donc une approche occidentale, les observations locales des gens et la législation existante, qui sont la base du régime de gestion. En effet, la province du Manitoba a créé une législation reconnaissant un nouveau type d'aire protégée qui respectait la vision mondiale des gens de Poplar River. Il ne reconnaît pas l'idée d'un parc qui est à mettre à côté et d'exclure les gens. Pour eux, ce n'est pas un milieu de vie quand on exclut les gens. Donc, le Manitoba a créé une nouvelle législation qui permettait une vision et qui était compatible avec la vision de Poplar River par rapport aux aires protégées. Donc, je vous ai parlé que c'était dans le cadre d'une proposition à l'UNESCO. Oups. Voici la proposition UNESCO au total. Vous voyez que le territoire de Poplar River est cette partie ici. Et puis, il y a 5 autres communautés qui font partie de cette proposition-là. Et cette forêt pourrait devenir une des plus grosses forêts intactes au monde, protégée grâce au processus à l'UNESCO. Ils sont en étage final de leur proposition. Ils devraient envoyer leur proposition d'ici 3 mois. La deuxième étude de cas, c'est dans les territoires du Nord-Ouest, avec les peuples des Dehcho. Les Dehcho c'est un peuple de caribous et qui occupait de très, très, très grands territoires. Ce plan est le résultat d'un processus négocié entre les Dehcho, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest et le gouvernement canadien. Donc, c'est entièrement intégré dans le processus de revendication territoriale. Tandis que vous vous rappelez, le processus pour Poplar River, c'était plutôt un processus direct avec la province via la législation pour les aires protégées. Donc, Dehcho, c'est plus englobant comme processus. Voici le résultat final de leur plan. Vous voyez un zonage. Le zonage représente plusieurs types d'activités, entre autres les aires protégées selon la stratégie des aires protégées du gouvernement de territoire du Nord-Ouest, un parc national, le Nahanni, qui est un parc national qui est très connu au Canada, les zones de conservation en vert, les zones de gestion spéciale, c'est-à-dire une gestion particulière pour des valeurs particulières en mauve, et ce qui est en blanc, des zones de développement général. Ce qui est en jaune ici, vous comprendrez que c'est dans cette région, c'est dans l'Ouest canadien, qui est une région qui est très riche en hydrocarbures et qui a des propositions vous m'excusez mon français, de pipeline pour ramener des hydrocarbures du nord vers le sud, vers les États-Unis. Et ce plan permet un corridor pour cette initiative-là. Cette région-là a plus de 230 000 km². Donc, les pourcentages pour les zonages en aire protégée, ils ont le 12 %. Ils ont atteint le... Ouais. Merci. Ils ont atteint le 12 %, qui est une cible nationale pour les aires protégées. Ils ont aussi eu 38 % d'aires en conservation, 28 % en aires de gestion spéciale, 20 % en utilisation générale, et pour l'infrastructure, c'est-à-dire le pipeline, 0,70 %, qui représente en effet une agglomération de conservation d'environ 50 % pour le territoire. Ici au Québec, dépendant des zones, on est rendu à 8,35, je pense, pour tout le territoire québécois. Mais dans la forêt boréale qui est aménagée, nous sommes à 5 %, un petit peu plus que 5 %. Donc, c'est un gros contraste par rapport à ce qui se passe ici au Québec. Le plan utilise, tout comme Poplar River, utilise des connaissances traditionnelles et culturelles, prévoit la protection des sites d'utilisation et d'occupation importants et prévoit une économie traditionnelle.
Finalement, une étude de cas que je suis très familière avec, l'étude de cas du plan d'aménagement forestier écosystémique du district 19 au Labrador. Je suis auteur sur ce plan-là. Et c'est un plan qui a été créé dans un contexte de cogestion entre la nation Innu au Labrador et la province de Terre-Neuve et Labrador. Au début, le contexte du plan, c'était un contexte de conflit. Les Inuits n'étaient pas en accord avec la façon que la province gérait la forêt, surtout sur les opérations même, parce que l'interaction entre les Inuits et le gouvernement ne se fait pas dans les bureaux des gouvernements, elle se fait en forêt. Donc, c'était vraiment par rapport aux mesures opérationnelles au début qui étaient les inquiétudes. Par contre, à mesure que les Inuits s'impliquaient et posaient des questions, ils ont compris que ce n'est pas l'opérationnel qui est vraiment important pour eux, mais c'est vraiment une question de gestion territoriale qui compte. Donc, en 2001, ils ont négocié une entente par intérim qui a mené au premier plan d'aménagement écosystémique au Labrador. Et en 2003, ils ont signé une entente de cogestion avec le gouvernement de Terre-Neuve et depuis ce temps, sont en cogestion avec la province. Les seuls autres exemples de cogestion au Canada, comme ça, sont le territoire du Nord-Ouest que je vous ai montré avant et en théorie, en partie, le Grand Conseil des cris aussi au Québec, qui a un régime forestier particulier pour eux qui a été négocié. La cogestion s'assure par un comité de cogestion qui est formé de 2 membres du gouvernement de Terre-Neuve et Labrador, 2 membres d'Innu Nation et qui a la participation de la forêt modèle de Terre-Neuve et Labrador qui agit comme intermédiaire et comme secrétaire, comme facilitateur, dans le processus. Cette personne n'a pas un pouvoir décisionnel dans le comité de gestion, mais aide à organiser et à bien cadrer les discussions. Les membres qui sont sur ce comité-là, c'est des membres qui ont le pouvoir décisionnel. C'est le sous-ministre des Forêts. C'est le gestionnaire de la région du Labrador. Côté d'Innu Nation, c'est l'ingénieur forestier pour la nation et le chef négociateur. Donc, c'est des gens qui peuvent vraiment prendre des décisions. Lorsque les rencontres se font par le comité, tout de suite, s'ils décident d'une action, c'est fait. Ils n'ont pas besoin de revenir, puis parler au ministre, puis passer par les processus bureaucratiques. Ce comité assure, entre autres, la planification, la recherche, les opérations et même le développement industriel, même ce qu'on appelle d'octroyer les tenures pour cette région. La vision de planification pour ce plan, c'était de créer un plan d'aménagement forestier écosystémique pour le district qui protège l'intégrité écologique et culturelle, la productivité, la résilience et la biodiversité, tout en avançant les opportunités économiques pour le développement d'industries forestières durables. Il faut comprendre qu'au Labrador, il n'y a pas beaucoup de grosses industries. C'est très, très, très éloigné. Donc, il y a vraiment un besoin de développement par les communautés. C'est des communautés qui ne sont pas très riches. Pour ceux qui sont familiers avec quelques enjeux de droit, vous avez peut-être entendu parler de la bataille contre les vols à basse altitude, les enjeux d'abus de substances. C'est des communautés qui ont vraiment des enjeux difficiles. Donc, ils ont besoin d'accès au développement. Donc, c'était important pour le plan forestier de reconnaître cet aspect-là. Par contre, ils sont très enracinés sur leur territoire. Les Inuits sont très clairs. S'il n'y a pas de Nitassinan, notre territoire, il n'y a pas d'Inuits. Donc, il faut que le territoire soit en premier. Donc, vous voyez que c'est pour ça que le premier objectif, c'est l'intégrité écologique et culturelle. Voici le territoire. C'est 7,1 millions d'hectares pour tout le district. Le district est sous-divisé parce que nous n'avons pas les ressources pour faire tout ce que l'inventaire forestier. Donc, l'inventaire forestier, pour l'instant, a été concentré dans la zone du milieu, le district 19A, qui représente une possibilité forestière de 200 000 mètres cubes. Avant l'implication d'Innu Nation, la possibilité forestière qui avait été calculée par le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador était de 400 000 mètres cubes. Donc, le double. Et vous allez voir pourquoi bientôt. Dans la gestion écosystémique pour ce plan,
les planificateurs se sont donné une règle par rapport aux décisions. Comment décider? Est-ce que c'est l'économie qui importe? Est-ce que c'est la conservation qui importe? Ou est-ce que c'est les activités culturelles qui importent? Quand ils n'ont parlé aux aînés, les aînés, ils ont trouvé ça drôle comme question. Parce qu'ils ont dit, ben, s'il n'y a pas de territoire, il n'y a pas d'inous. Puis s'il n'y a pas d'inous, il n'y a pas d'économie nous. Il n'y a pas d'activité nous. Donc, il faut absolument que ce soit le territoire qui prime. Et ensuite, les cultures. Et ensuite, ce qui reste pour l'économie. Donc, vous voyez les aires protégées écologiques. Ça représente environ 50% du territoire. Donc, vous pouvez... C'est où est allé l'autre 200 000 mètres cubes. C'est en raison des aires protégées écologiques. Ces aires protégées écologiques ont été planifiées à plusieurs échelles. Je ne m'attendrai pas à ça, mais juste pour vous dire que ça a été plus pensé qu'au niveau, à l'échelle de tout le district. Il y a aussi eu des aires protégées pour le culturel, donc les aires pour les valeurs écologiques et les aires pour les valeurs culturelles. Les Inuits, comme vous avez dû sûrement apprendre dans votre visite à Mastoyat, c'était un peuple nomade. Donc, c'est un peuple qui voyageait et qui utilisait les autoroutes de la forêt, qui sont nos rivières. Donc, vous pouvez en effet voir l'évidence de ce genre d'utilisation territoriale. Des connaissances Inuits ont aussi été intégrées. Il y a eu plus de 30 rencontres avec les aînés pour non seulement connaître leur vision de où ils veulent voir leur communauté, mais aussi pour connaître comment interagir de façon respectueuse avec la forêt. Dans les 3 cas, il y a eu un rôle important pour tous les membres de la communauté. Les 3 cas se sont établis une vision très claire qui était basée sur la culture et qui reconnaît les intérêts et aspirations de ces communautés-là. Ils ont tous les 3 des très, très, très grandes aires protégées qui n'excluent pas l'utilisation traditionnelle des communautés, mais qui excluent en effet les activités industrielles. Les 3 ont une approche de gestion écosystémique et les 3 ont tenu compte des besoins en développement de la communauté. Mais il y a eu vraiment des approches distinctes par rapport à ces 3 exemples-là. Je vais m'arrêter là. Chinish maintenant, merci. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, Valérie a fait un petit extrait pour nous.